Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie très méconnue au Canada, la dysphagie, qui est une maladie qui atteint beaucoup de personnes, mais qu'on ignore dans la société. Et cette maladie provoque des problèmes de déglution, c'est-à-dire des problèmes pour avaler des aliments. Et récemment, le Canada a officiellement placé le mois de juin comme le mois de la sensibilisation à la dysphagie. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Chantal Briand. Bienvenue, Madame Briand. Merci. Merci de me recevoir. Oui, ça fait plaisir. Alors, Madame Briand, vous êtes la porte-parole de l'association Dysphagie Canada. C'est ça, une des porte-paroles, oui, Parfait. pour la région d'ici, disons. Parfait. Alors, nous allons parler de cette maladie, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Qu'est-ce que la dysphagie et pourquoi est-il important aujourd'hui d'en parler? Bien, la dysphagie, vous l'avez bien dit, c'est une difficulté à avaler ou à déglutir, dépendamment où se situe l'enjeu. Pour la plupart des gens, c'est un symptôme. Souvent, il y a une autre cause sous-jacente à la dysphagie. Donc, ça peut originer de différents troubles, des troubles neurologiques, par exemple, des troubles musculaires, des conséquences de traitement que les gens peuvent avoir reçus, des obstructions, le vieillissement en tant que tel aussi. Donc, c'est un symptôme de diverses maladies, mais qui peut avoir un impact très important dans la vie des gens. Pourquoi on en parle si peu? Peut-être qu'on calculait ça auparavant comme étant un peu un phénomène normal. On vieillit, on a un petit peu plus de difficultés ici et là. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas juste les personnes non plus âgées qui ont des enjeux de dysphagie. Il y a des enfants qui ont de la dysphagie à cause de différentes maladies aussi. Quiconque a différents traitements dont on pourra peut-être reparler ou d'autres conditions de santé peut avoir de la dysphagie qui peut créer des impacts psychologiques et sociaux importants. D'accord. Pourquoi cette maladie reste méconnue par le grand public, malgré le fait qu'elle atteint beaucoup de personnes? Mais je crois que c'est parce que les gens qui en sont atteints, majoritairement, sont quand même des personnes âgées et qui ont un certain retrait social, les personnes âgées, malheureusement. Donc, pour toutes sortes de raisons, vont moins au restaurant, sortent moins, sont dans des établissements et on en entend seulement parler lorsqu'on visite ces établissements-là. Par contre, comme il y a des gens aussi dans la population plus active qui sont atteints de ce symptôme-là, qui est quand même la dysphagie, ça a un impact important et on se rend compte de plus en plus à quel point ça peut isoler les gens. Si on a de la difficulté à avaler, si ça nous prend du temps à manger, on a l'impression d'être un peu un poids, donc on se retire un peu, on va moins manger avec sa famille, on va moins au restaurant. Donc, dans la population active, on est moins en contact avec des gens dysphagiques et j'imagine que c'est pour ça qu'on n'en parle pas tant que ça, mais c'est un des objectifs, c'est de remédier à ça justement avec des initiatives comme Dysphagie Canada, cette organisation-là, et aussi le mois de la sensibilisation à la dysphagie qui est le mois actuel, le mois de juin. D'accord. Et quels sont les signes vraiment qui devraient alerter les personnes touchées et leurs proches? Oui, ça, c'est important d'en parler parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dysphagiques et qui ne le savent pas. Donc, par exemple, si ça prend énormément de temps à manger, on doit mastiquer vraiment beaucoup. Les gens qui se fatiguent en mangeant, qui ressentent vraiment une fatigue à la fin des repas, qui s'étouffent fréquemment, qui ont une voix un peu modifiée, s'ils boivent des liquides, s'ils mangent. C'est tous des signes assez francs de ça. Il y a aussi indirectement quelquefois des pertes de poids, des gens qui ont beaucoup de déshydratation, de la dénutrition. Et il y a le retrait social, un petit peu la peur de manger qui s'installe aussi quelquefois. D'accord. Et quelles sont les conséquences de la dysphagie sur la santé physique des personnes atteintes?
Oui. La dysphagie, comme c'est une difficulté à avaler, comme ça augmente le temps pour manger, etc., des fois, il faut avoir une ambiance, on pourra en reparler, là, très particulière aussi pour pouvoir manger. Ça fait que quelquefois, ces étapes-là sont un peu escamotées, donc les gens mangent quand même assez rapidement et c'est là que va s'installer une certaine dénutrition avec une perte de poids. On n'arrive pas à prendre les aliments nécessaires pour subvenir aux besoins de base. Donc, il peut y avoir la dénutrition. Chez les personnes plus âgées, dans les établissements, par exemple, on va observer aussi de la déshydratation même, des gens qui ne sont pas capables de s'hydrater suffisamment parce qu'ils ont même des difficultés à avaler des liquides. Aussi, bien, il peut y avoir des étouffements. Et ces périodes d'étouffement-là peuvent avoir des conséquences, par exemple, de faire des pneumonies à répétition. Et des pneumonies, surtout chez des personnes âgées, ça peut avoir aussi des conséquences assez graves, hein, même le décès. Et l'autre conséquence dont on ne parle pas tant que ça, c'est l'isolement. Les personnes qui vont vivre avec ces enjeux-là, bien, quelquefois vont se dire « Ah, bien, j'irai pas manger à ce repas de famille-là, tout le monde mange de la viande sur le barbecue, par exemple, mais moi, je peux pas manger ça. Donc là, je vais être obligée d'apporter mon repas, là, ça va avoir l'air de quoi? » Donc, il y a une espèce de stigmatisation que les gens peuvent ressentir qui s'installe, d'être différent ou de ne pas pouvoir participer aussi bien, et il y a une espèce d'isolement et de retrait qui s'installe. D'accord. Donc, au-delà de l'aspect médical et sanitaire, il y a aussi des problèmes liés à la vie sociale et également liés aussi à la psychologie, voilà, que cette maladie voilà, pourrait entraîner chez les personnes atteintes par la dysphagie. Alors, du coup, quelles sont les personnes qui sont le plus à risque pour Oui. atteindre cette maladie? Bien, c'est ça, on parle qu'il y a plusieurs conditions qui peuvent faire qu'il y a une dysphagie qui s'installe chez certaines personnes, comme par exemple des troubles neurologiques. Si quelqu'un fait un AVC, par exemple, ou un trauma crânien, bien, par la suite, quelquefois, ils peuvent avoir de la dysphagie, des fois temporaire, mais d'autres fois permanente aussi par la suite. Ça, c'est des exemples. Il peut y avoir aussi des troubles vraiment des muscles, donc les muscles qui font la déglutition et qui font la mastication sont atteints par différentes maladies, des dystrophies musculaires par exemple, ou d'autres maladies comme ça. Il peut y avoir des défauts vraiment obstructifs, c'est-à-dire des rétrécissements de l'œsophage ou des masses dans le tube digestif ou dans la partie plus pharynx ou larynx qui peuvent atteindre aussi la déglutition. Mais il peut y avoir aussi des conséquences de traitement. Des personnes qui ont eu des cancers dans la sphère tête et cou et qui ont eu de la radiothérapie, par exemple, ou des chirurgies, qui peut faire qu'après, les muscles sont fibrosés ou ont de la difficulté à faire leur action et ça peut entraîner une dysphagie. Il y a aussi le vieillissement, tout simplement, sans maladie précise, mais juste le fait d'être d'avoir une musculature qui est moins vigoureuse peut faire qu'on développe de la dysphagie. Donc, la dysphagie peut faire qu'on développe de la dénutrition, mais la dénutrition peut faire aussi qu'on développe de la dysphagie. Donc, on est dans une espèce de cercle vicieux pour les personnes âgées. Souvent, c'est des personnes qu'on va retrouver en CHSLD ou en résidence, par exemple. Donc, c'est très fréquent, la dysphagie, dans ces établissements de santé-là, où il y a même des conditions chez des enfants très jeunes qui peuvent avoir de la dysphagie pour tout le reste de leur vie. Et les parents doivent être extrêmement vigilants là, pour s'assurer qu'ils ne développent pas de complications, comme on a parlé tout à l'heure, s'étouffer, des pneumonies, etc. Donc, ça touche quand même un éventail de personnes. Il y a aussi même des maladies inflammatoires. On peut vivre temporairement de la dysphagie, hein, qui n'a pas eu un rhume, puis une douleur à la gorge. On a temporairement des fois de la dysphagie en « Ah, j'ai de la misère à avaler, je dois manger plus de liquides ». Bien, les gens qui ont de la dysphagie, c'est ce qu'ils vivent à tous les jours, donc à tous les repas. D'accord.
quelles sont les idées reçues ou bien les fausses idées voilà, au sujet de cette maladie-là? Bien, peut-être la première, c'est un peu ce qu'on a dit depuis le début, c'est juste des personnes âgées qui ont de la dysphagie. Non, c'est juste en CHSLD ou en résidence. Puis même si c'était juste ça, ça serait déjà très grave. Mais ce n'est pas juste ça. Il y a des enfants, justement, il y a des gens après des traitements ou peu importe la cause. L'autre chose, ce serait peut-être que ce soit si peu connu, justement. Donc, sans avoir nécessairement un mythe, on ne le connaît pas. Donc, quand on mentionne ça, souvent les gens vont nous regarder dysphagique, c'est quoi? Puis on est obligé d'expliquer, même dans des restaurants, par exemple. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans un restaurant et demander, bien, ce repas-là ici, c'est apprêté comment? Est-ce que c'est relativement mou? Est-ce qu'il y a des morceaux? La personne me regarde comme si j'étais une extraterrestre. Gentille, mais quand même, ah, pourquoi vous demandez ça? Bien, j'ai de la dysphagie de la quoi? Puis là, on commence. Donc, même dans les restaurants, on n'est vraiment pas habitué de se faire poser cette question-là, alors qu'on est habitué maintenant avec toutes sortes de restrictions, que ce soit le gluten, le lactose, toutes sortes d'autres conditions où on est habitué, mais la dysphagie, hop, on ne l'est pas encore. Donc, d'où l'intérêt aussi, encore une fois, de sensibiliser les gens. Quel autre mythe il pourrait y avoir? C'est peut-être de croire que ce n'est pas fréquent aussi. Environ 7 à 10 de la population au Québec, au Canada, est atteinte de dysphagie. Peut-être plus fréquent dans certaines régions où il y a plus de dystrophie musculaire, par exemple, ou d'autres conditions de santé. Puis dans certains milieux de vie, comme on l'a dit, c'est beaucoup plus fréquent aussi les patients hospitalisés, les résidences pour personnes âgées ou les CHSLD. D'accord. Comme vous l'avez dit, vous êtes aussi atteinte par la dysphagie. Bon, on va y revenir voilà, tout à l'heure. Du coup, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est quel diagnostic doit-on utiliser pour détecter cette maladie et quel professionnel de santé voilà, est spécifique est en mesure de la traiter? Bien, souvent, la porte d'entrée au Québec va être soit d'aller dans un CLSC ou d'aller voir son médecin de famille si on ressent certains symptômes comme ça ou son infirmière spécialisée. Mais il reste que les équipes interdisciplinaires qui vont s'occuper de ça, à la base, c'est surtout les nutritionnistes et les orthophonistes. Ils vont se greffer des ergothérapeutes aussi, des infirmières plus spécialisées dans le problème, parce que l'évaluation va se faire avec le questionnaire, mais va aussi se faire en regardant la personne manger, tout simplement, au début. Et quelquefois, il va y avoir d'autres tests plus poussés qui peuvent être faits, comme évaluer vraiment en direct avec des radiographies en fluoroscopie, par exemple, pour aller voir comment la nourriture se déplace de la bouche jusqu'à l'estomac. Et ça peut être très, très aidant à savoir comment aider cette personne-là à soit stabiliser sa condition ou quelquefois peut-être même à l'améliorer ou à le traiter. Parce qu'il y a des conditions, comme on a dit tout à l'heure, qui sont plus temporaires. Si on note dans l'évaluation une obstruction quelconque, bien, il y a des cas où on peut, par exemple, enrayer l'obstruction et la dysphagie est terminée. Mais la plupart des cas de dysphagie vont être des cas assez chroniques et long terme et plutôt, malheureusement, progressifs. Donc, si on peut réussir à stabiliser ou à avoir le moins de complications possible, ça va être surtout ça le but des traitements. D'accord, parfait. Donc, il existe des traitements et des stratégies spécifiques pour vraiment améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Oui. Alors, quel rôle les proches aidants, voilà, ça aussi, c'est un élément important. Voilà, quel rôle les personnes et les proches aidants devraient jouer dans l'accompagnement des personnes atteintes par la maladie?
Oui, c'est une bonne question parce que, comme on a dit, c'est très, très peu connu, la dysphagie. Et certains proches aidants vont quand même être plus sensibilisés puisqu'ils ont une personne de leur entourage qui est aux prises avec ces enjeux-là. Donc, ça serait de repérer les signes dont on a parlé tout à l'heure avec quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas de diagnostic encore de dysphagie ou qui n'aurait pas eu d'évaluation de la dysphagie. Donc, ça serait de repérer ces signes. Il y aurait aussi de l'inciter à consulter pour prévenir les complications et les conséquences, comme on en a parlé tout à l'heure, et de l'accompagner en étant, je dirais, patient. Parce que ça va demander beaucoup de patience des gens alentour d'une personne dysphagique parce que souvent, on est pressé. Hein? On mange rapidement dans notre société, on n'a pas le temps, on prend 10 minutes, on mange sur le coin. Mais les personnes dysphagiques ne peuvent pas manger comme ça, c'est impossible. Donc, ce n'est pas aidant de se faire dire, bien écoute, dépêche-toi, tu sais, tout ça. Non, il faut prévoir le temps. Et si on n'a pas le temps, bien, il faut prévoir, désolée, une alternative pour pouvoir alimenter cette personne-là, donc un liquide quelconque ou un liquide épaissi, ou on pourra parler peut-être des différentes solutions qu'il y a pour les personnes, mais ce serait d'être bien informé et bien au courant et de bien comprendre la situation. Et d'ailleurs, pour le mois de la sensibilisation, sur le site de Dysphagie Canada, on propose un quiz, donc les gens peuvent voir tester leurs connaissances par rapport à la dysphagie, 12 questions. Il y a les réponses aussi par après. Il y a aussi un défi purée qui est le 5 juin. On encourage les gens à vivre comme une personne qui aurait un problème de dysphagie pour un 24 heures. Donc, mastiquer, prendre le temps de manger, manger le même repas pour voir un peu la sensation. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces enjeux-là? Et même le 18 juin, une autre activité, c'est un repas silencieux. Parce que souvent, les gens qui ont encore une fois de la dysphagie doivent pas nécessairement manger en silence pour tous, mais c'est difficile pour eux de parler en mangeant. Donc, c'est juste d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut représenter, par exemple, de changer ses façons de faire lorsqu'on mange. Donc, de mastiquer une vingtaine de fois, d'avaler plusieurs fois, de prendre des liquides, de prendre la nourriture adaptée et aussi d'adopter les bonnes postures. Il faut être souvent plus assis, assez droit, la tête dans une certaine position, etc. C'est tout ça que les ergothérapeutes, orthophonistes et nutritionnistes vont conseiller aussi. D'accord, parfait. Comme vous l'avez souligné, le mois de juin est placé sous le signe de la sensibilisation à la dysphagie. Et ce mois, voilà, juin 2026, marque la première édition. Oui. Voilà, c'est la première année qu'on célèbre, voilà, c'est la première fois qu'on fasse une célébration voilà, liée à cette maladie-là. Du coup, moi, la question que j'aimerais vous poser est de savoir pourquoi le Canada a décidé de créer, voilà, et de mettre sur pied, voilà, ce mois, voilà, d'officialiser le mois de juin comme le mois de la sensibilisation à la dysphagie. Voilà. Pourquoi créer voilà, cette célébration-là? Bon, disons, bon, je ne vais pas dire célébration, mais voilà, ce moment-là vraiment très solennel. Et pourquoi maintenant aussi? Oui, bien, encore une fois, c'est souvent des personnes dysphagiques qui se rendent compte qu'il y a une espèce de vide, qui se rendent compte que justement, c'est une condition qui est méconnue et qui se posent des questions, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter ça, justement, cette visibilité, cette sensibilisation-là. Et pour Dysphagie Canada, c'est une dame, France Grondin, qui a eu l'initiative de faire certaines démarches auprès des gouvernements pour faire officialiser
officialisé ce mois, le mois de la dysphagie. Pourquoi le mois de juin? C'était le mois de juin dans certains pays, je crois, qui avait été choisi. Donc, je pense qu'on a décidé de s'arrimer aussi pour être en phase avec d'autres pays qui avaient choisi ce mois. Et France me disait aussi qu'elle avait choisi la couleur bleue. Donc, hier, le 1er juin, on incitait les gens aussi sur le site à porter du bleu parce que c'est une couleur digne, une couleur douce. Puis, ça pouvait bien représenter ce qu'on souhaitait demeurer quand même en étant aux prises avec cet enjeu-là, d'être quand même digne, accessible et que ça passe bien. D'accord. Et quels sont les objectifs de ce mois de sensibilisation? Bien, c'est vraiment la sensibilisation. Hein? C'est surtout ça parce que, comme c'est nouveau, ça serait un peu... peut-être, ça serait un peu de mettre la charrue avant les bœufs, d'avoir un autre type d'objectif. Pour cette année, du moins, c'est surtout la sensibilisation. C'est surtout d'être visible, de tenter de rejoindre le plus de gens possible, de tenter aussi de soumettre qu'il y a des signes à surveiller, mais qu'il y a aussi des solutions, puis qu'il y a aussi des traitements, puis qu'il y a aussi moyen de vivre quand même avec ces enjeux-là parmi le reste de la société le plus possible, du moins. C'est de faire une place aussi à ces gens dysphagiques dans nos repas familiaux, dans nos repas au restaurant, dans notre vie de tous les jours, comme une autre différence, hein, une autre différence parmi tant d'autres, mais qui a quand même beaucoup de conséquences dans la vie de ces gens-là. Donc, une fois qu'on comprend mieux, on accepte mieux, on juge moins et on est capable aussi de même tendre la main, puis d'arriver à peut-être faire un effort de plus ou éventuellement à participer à des activités organisées pour cette cause-là. Et éventuellement, il y aura sans doute un peu de levée de fonds qui seront greffés à tout ça. Il y aura des enjeux aussi d'être périn au sein de cette organisation-là et de durer. Donc, oui, il y a certaines levées de fonds qui ont été lancées aussi sur certains médias sociaux. D'accord, parfait. Alors, vous-même, vous vivez cette expérience, voilà, vous vivez avec la maladie. Et, voilà, comment voilà, ça vous fait, comment vous vous sentez au quotidien? Oui, bien, moi, j'ai la chance quand même, je trouve, d'avoir la dysphagie qui est, oui, elle est progressive, mais sur plusieurs années. Ça fait 21 ans que j'ai de la dysphagie. Donc, ça a commencé très jeune pour moi, puis c'était suite à des traitements, justement, pour un cancer. Donc, au début, on s'habitue. Dans mon cas, il y a aussi de la sécheresse de la bouche et de la dysphagie. Puis c'est deux conditions qui multiplient un peu les enjeux à avaler. Et je ne suis pas la seule dans cette sphère-là. Donc, il y a plusieurs personnes au Québec qui ont des traitements de cancer, d'oncologie, et qui, après, ont des séquelles. Et ces séquelles-là, comme pour la radiothérapie, par exemple, sur le coup, sont peut-être pas si sévères, mais au fil du temps, elles peuvent s'aggraver. Et c'est ce qui se passe pour moi. Donc, depuis 7 à 8 ans, disons, il y a une nette progression. Donc, j'ai dû passer de repas pratiquement normaux, mais en prenant plus de temps, en mastiquant davantage au début, à maintenant être presque à des purées seulement, malgré que je peux encore, moi, prendre certains aliments plus mous. Et je dois m'adapter. Donc, ça demande quand même de la résilience, je dirais, certains deuils aussi à faire d'un bon hamburger sur le barbecue, là, c'est plus possible, ça. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est de s'ajuster. Mais dans mon cas, pourquoi je dis que c'est une chance? Bien, j'ai pu m'adapter plus graduellement. Pour d'autres personnes, ça va être plus soudain. Le deuil est plus marqué sur le coup. Donc, moi, j'ai eu le temps de m'ajuster, puis c'est un ajustement graduel. Mais je souhaite que ça se stabilise, mais je ne le sais pas. Quelle va être l'évolution de ça? Est-ce que je vais être capable de continuer d'être aussi active? Parce que la fatigue est ce qui est
le plus bizarre peut-être pour les autres personnes à comprendre alentour, c'est que manger, c'est fatigant. Donc, c'est un exercice physique pour une personne dysphagique. Après avoir mangé, on a l'impression d'avoir gaspillé toutes les calories qu'on venait d'ingérer. Donc, il faut en prendre davantage et il faut prendre des calories, je dirais, plus faciles à absorber, donc plus liquides. Comme par exemple, c'est rare les personnes dysphagiques qui ne prendront pas de suppléments. Donc, moi, c'est mon cas. J'ai inclus maintenant des suppléments. Mais je me compte encore très chanceux, je peux encore aller au restaurant, etc. Mais le mois de la sensibilisation, pour moi, c'est un mois aussi où si on peut gagner à être davantage connu par les restaurateurs aussi, pour qu'ils incluent toujours un choix peut-être qu'on peut prendre quand on a ces enjeux-là. Ou sinon, d'être assez flexible, d'accommoder un peu, par exemple, le repas et de dire, bien, je vais enlever la viande, par exemple, mais je vais vous mettre davantage telle autre chose. Donc, d'avoir une certaine flexibilité. Souvent, c'est dans le repas principal que ça se corse au restaurant, par exemple. L'entrée, souvent, on est capable de jouer là-dessus, mais j'ai la chance de pouvoir aller au restaurant. Mais même chez soi, il faut adapter beaucoup. On doit, si on veut recevoir les gens, par exemple, on doit concocter un repas normal et nous avoir sa version à côté. Donc pour moi, c'est surtout ça actuellement. Mais, D'accord. Au-delà de cette expérience que vous avez vécue malheureusement, et j'en suis très sensible, avez-vous été marqué par des personnes, voilà, l'histoire des personnes voilà, qui ont vécu, voilà, qui ont été atteintes par cette maladie? oui, bien, il y a deux témoignages d'ailleurs que j'invite les gens à aller lire sur le site. Il y a celui, bien, il y en a trois maintenant. En fait, là, les trois sont intéressants. Mais justement, il y a le témoignage d'une mère un peu et des difficultés qu'elle peut avoir avec un enfant qui est dysphagique. Donc, ça peut nous sensibiliser à cette réalité-là. Et il y a aussi deux autres témoignages d'adultes avec des réalités différentes aussi. Comme moi, je vous ai parlé brièvement de ma réalité, mais c'est un peu ce genre de témoignage-là qu'on peut retrouver. Et je trouve que ce qui est encourageant dans tout ça, c'est qu'il y a maintenant des voix, on peut maintenant en parler, il y a différents regroupements de gens dysphagiques sur les réseaux sociaux. Donc, on peut partager, par exemple, des recettes, partager des façons de faire, partager une investigation pertinente, partager des lectures. Et d'ailleurs, France a écrit, celle qui a institué l'organisation Dysphagie Canada, elle écrit un livre justement sur le sujet. Et il y a plein d'organismes que je trouve intéressants à mentionner aussi qui vont partager des recettes, comme par exemple l'Association des professionnels spécialisés en nutrition pour les personnes dysphagiques, l'APNED, puis on peut retrouver des choses très intéressantes. Il y a le CHU de Québec aussi, qui est un outil intéressant lorsqu'on mentionne dysphagie. Ils vont mentionner comment se déroule une évaluation pour la dysphagie, par exemple, puis quels professionnels peuvent prendre soin d'eux. Donc, il y a différentes avenues assez réassurantes. Puis, il y a aussi l'organisation, j'oublie l'Office des nutritionnistes et diététistes du Québec, là, ONDQ, qui est intéressant aussi. Là, ils ont énormément d'informations aussi pour les gens, très, très bien schématisées aussi. Donc, ça peut être très intéressant pour les gens. D'accord. Que voudriez-vous vraiment voir changer dans notre système de santé, dans notre réseau de santé et même dans la société pour vraiment aider les personnes atteintes par la dysphagie? Ben, au niveau du système de santé, ben là, ça ne sera pas une surprise. C'est que le manque de ressources, hein, mais c'est le manque de ressources à plusieurs niveaux, je dirais. Est-ce qu'il y en manque davantage avec ce volet-là? Possiblement, parce qu'on
on a peu de nutritionnistes et professionnels comme des orthophonistes et des ergothérapeutes qui se consacrent vraiment à la dysphagie, alors qu'on l'a mentionné, c'est un problème quand même relativement fréquent. Et s'il y en a, ils vont se retrouver davantage en milieu hospitalier. Donc, il y a peu de ressources dans le système public, donc accessibles pour tout le monde, qui ont une spécialisation en dysphagie. On peut se faire aider de gens, de professionnels généraux aussi, mais souvent, au bout du compte, il y a moins d'alternatives qui sont proposées. Et ce serait dommage quelquefois que des gens se fassent dire, bien, vous n'avez qu'à manger des purées alors qu'il y aurait probablement d'autres choses à faire avant ça. Donc, il y a plusieurs trucs que les nutritionnistes expertes et experts vont pouvoir vont pouvoir mieux guider les gens. Donc, des ressources, naturellement. Et pour la société en général, bien, c'est de l'ouverture. Je pense que c'est de l'ouverture à la différence. Ça rejoint ça, hein? Différence de toutes sortes. Puis la dysphagie en est une autre. Donc, si on voit quelqu'un qui prend un peu plus de temps pour manger, mastique davantage, s'étouffe quelquefois, bien, c'est de ne pas, que ça ne fasse pas peur, mais que ça soit davantage question d'avoir davantage de la bienveillance ou de la compassion, c'est-à-dire un bras tendu, et d'en apprendre davantage. Et je pense que les gens vont se sentir plus inclus et auront moins de difficultés aussi à joindre des événements publics pour plus grand public. D'accord. Et pour les personnes souhaitant, les personnes déjà atteintes et souhaitant obtenir des informations ou du soutien, voilà, ou même des ressources, voilà, où peuvent-ils vraiment s'adresser, voilà, pour vraiment obtenir tout ça? Bien, je dirais que les 4 liens peut-être les plus importants, ce serait l'Association des professionnels en nutrition experts en dysphagie, l'APNED, A-P-N-E-D. Et sur leur site, c'est très, très bien fait. Il y a l'ODNQ, l'Organisation des diététistes et nutritionnistes du Québec. Il y a le site de dysphagie-canada.org où il y a aussi beaucoup, beaucoup de liens utiles. Puis pour les gens de la région ici, je dirais qu'il y a le CHU de Québec aussi. Si on va voir en googlant dysphagie, on peut avoir énormément de ressources. Et si les gens sont plus démunis à aller sur tous ces sites-là, hein, parce qu'on sait que c'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à ça, ils peuvent s'informer auprès de leur CLSC. Et les hôpitaux aussi peuvent leur donner différents renseignements. Et les personnes, encore une fois, les mieux placées, c'est soit les infirmières des CLSC ou les nutritionnistes aussi, qui peuvent les renseigner sur les différentes avenues compte tenu de leur situation. Mais souvent, ça va aussi passer par le médecin de famille qui connaît le patient dans sa globalité et qui va avoir déjà identifié probablement, on le souhaite, des éléments de dysphagie et comment aller plus loin peut-être. C'est de ne pas avoir peur de mentionner aussi ce qu'on observe chez soi avec les signes et symptômes qu'on a mentionnés. Peut-être les divulguer davantage à son médecin et à son entourage. Et si l'entourage, comme on l'a dit tout à l'heure, est mieux outillé, bien, ils vont être capables davantage de les aider. Et pour des sites plus spécifiques pour la nutrition, il y a le site Epicura, E-P-I-K-U-R-A, où il y a des recettes plus spécifiques pour les gens qui doivent manger davantage en purée ou liquide. Et il y a aussi, j'ai un blanc de mémoire, Purée que c'est bon aussi. Ça, c'est avec l'Université Laval aussi, un site un peu semblable aussi. D'accord. Il y a des activités qui sont prévues voilà, ce mois-ci, voilà, en juin. Quelles sont les différentes activités et ça se passe où? Les principales activités sont des activités, encore une fois, en ligne ou de sensibilisation parce que malheureusement, le budget et tout ça ne permettait pas de faire autre chose pour le moment. Mais les 4 principales activités, ça a été souligné hier avec la journée bleue. Le 5 juin avec le défi purée. On peut aller voir sur le site pour obtenir un peu plus d'informations comment le faire. Et
Le 5 juin, c'est le défi purée. Le 18 juin, c'est le défi repas en silence. Et il y a aussi le petit quiz qui a été mis en ligne. À part ça, c'est vraiment plus du bouche à oreille qu'on demanderait peut-être aux gens de faire, d'aller consulter les différents sites, de se renseigner, de prendre de l'information, de communiquer avec des gens qui ont de la dysphagie aussi dans leur entourage. Parce que si, disons, 7 à 10 % de la population est atteinte, sûrement qu'on a au moins une personne dans notre entourage qui est atteinte de cette condition-là qui est vraiment, qui influence vraiment la vie. Donc, peut-être de prendre contact pendant le mois de juin avec cette personne-là pour s'informer comment ça va. Parce que souvent, les personnes vont faire leur vie sans être toujours naturellement en train de parler de ça. Mais ça peut avoir un impact peut-être plus grand sur leur vie qu'on peut penser. Donc, s'informer peut-être seulement. D'accord. Madame Briand, l'entrevue est arrivée à son terme. C'est quoi votre mot de la fin? Merci pour donner une visibilité à cette cause, parce qu'il y en a beaucoup dans la société, des causes. Et merci à tous ceux qui pourront regarder votre émission, d'en apprendre davantage, d'être curieux par rapport à ça et de faire un petit geste envers une personne dysphagique dans le prochain mois. Parfait. En tout cas, c'était un plaisir. Je rappelle que j'étais avec Madame Chantal Briand. Elle est la porte-parole de l'association Dysphagie Canada. En tout cas, c'était un plaisir. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci.